Imaginez un seul détroit, 21 000 nautiques de large, et derrière lui, 40 ans de domination financière américaine qui commencent à vaciller. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est ce qui se passe en ce moment sous nos yeux. Le dollar ne mourra pas d'un seul coup. Il se vide lentement, transaction par transaction, accord par accord. Et le détroit d'Ormuz pourrait bien être l'endroit où tout bascule. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut remonter à 1973. Cette année-là, dans le chaos de la guerre du Kippour et de l'embargo pétrolier arabe, les États-Unis réalisent quelque chose de fondamental. Le pétrole est le levier ultime de la puissance mondiale. Henry Kissinger le comprend avant tout le monde. Il négocie alors avec l'Arabie saoudite un accord discret mais d'une portée historique. Riyad accepte de ne vendre son pétrole qu'en dollars américains. En échange, Washington garantit la sécurité du régime saoudien. Le pacte est simple, brutal, efficace, et il change le monde. Avec cet accord naît le pétrodollar, un système qui force tous les pays du monde à détenir des dollars pour acheter de l'énergie. Ce n'est plus seulement une monnaie, c'est un impôt invisible prélevé sur chaque baril de pétrole échangé sur la planète. Les États-Unis peuvent ainsi creuser des déficits colossaux, financer des guerres lointaines et exporter leur inflation vers le reste du monde. Tout cela parce que la planète entière a besoin de leur billet vert. 50 ans plus tard, ce système montre ses premières véritables fissures. L'Inde, troisième économie d'Asie, achète massivement du brut russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas un secret. Ce qui est nouveau, c'est le mode de règlement. Selon Bloomberg, une partie croissante de ces transactions se fait désormais en dirhams émiratis et en yuan chinois, pas en dollars. L'Inde ne rompt pas officiellement avec le système dollar. Elle le contourne, pragmatiquement, là où c'est rentable. Et cette nuance est fondamentale. Ce n'est pas un acte politique au sens idéologique. C'est un calcul économique pur. Quand les sanctions occidentales ferment les circuits bancaires classiques, on trouve d'autres circuits. Et ces circuits existent, ils fonctionnent, et ils grossissent. En parallèle, l'Iran regarde la situation avec attention. Sous sanctions depuis des décennies, Téhéran a développé une expertise unique dans l'art de contourner le système financier occidental. Aujourd'hui, l'Iran envisage d'aller encore plus loin, potentiellement conditionner le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz à l'utilisation de devises alternatives au dollar. Ce serait une rupture d'une ampleur sans précédent. Car le détroit d'Ormuz n'est pas un simple passage maritime, c'est la gorge de l'économie mondiale. Chaque jour, entre 15 et 20 millions de barils de pétrole le traversent. C'est environ 20% de la consommation mondiale, un cinquième de l'énergie qui fait tourner les usines, les villes, les transports de la planète. Arabie saoudite, Émirats, Koweït, Irak, Iran, Qatar. Toute cette énergie emprunte ce couloir de 21 miles. Il n'y a pas de route alternative viable. Le pipeline saoudien qui contourne Ormuz n'a pas la capacité suffisante. Si ce détroit devient le théâtre d'une rupture monétaire, l'onde de choc ne sera pas régionale, elle sera planétaire. Ce scénario peut sembler extrême, mais observons les dynamiques en cours. La Chine a créé le pétro-yuan en 2018. Personne n'y a prêté beaucoup d'attention à l'époque. Aujourd'hui, la Chine est le premier importateur mondial de pétrole. Elle achète du brut saoudien, émirati, russe, iranien. En mars 2023, le président saoudien Mohammed Ben Salman reçoit Xi Jinping à Riyad. Les deux pays annoncent explorer la facturation de certaines transactions pétrolières en yuan. Cette phrase est une bombe à retardement. Pourquoi les pays producteurs accepteraient-ils de changer de monnaie? La réponse est dans le mot « geler ». Après l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont gelé environ 300 milliards de dollars de réserves russes. Ce geste a envoyé un signal glacial à tous les pays qui détiennent des réserves en dollars. Vos avoirs peuvent disparaître par décision politique américaine. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. Cette réalité a changé le calcul de nombreuses banques centrales. La Chine, l'Inde, les pays du Golfe diversifient leurs réserves. L'or redevient stratégique. Les banques centrales en achètent à des niveaux records. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une couverture contre la weaponisation du dollar, pour utiliser le terme que ces pays emploient eux-mêmes. Les BRICS, élargis, représentent désormais 45% du PIB mondial. Ils ne forment pas un bloc homogène. Ils ont des intérêts divergents, des rivalités internes. Mais ils partagent un point commun, réduire leur exposition au dollar. C'est une alliance de résistance monétaire. La dédollarisation n'est pas un projet coordonné avec un centre de commandement. C'est un mouvement décentralisé, fait de milliers de décisions individuelles. Personne ne déclare la guerre au dollar. Tout le monde le contourne. Le yuan peut-il réellement remplacer le dollar? La réponse honnête est « pas dans les conditions actuelles ». Le yuan n'est pas librement convertible.
le marché des capitaux chinois reste partiellement fermé. La confiance dans les institutions chinoises n'est pas universelle. Et la profondeur des marchés financiers américains reste sans équivalent. Le dollar représente encore près de 59% des réserves mondiales de change. Il domine encore plus de 80% des transactions internationales. Mais voilà le piège, confondre la domination actuelle avec la permanence. En 1900, la livre sterling était la monnaie du monde. En 1945, elle était déclassée. En 45 ans, tout avait changé. L'histoire monétaire mondiale ne progresse pas de manière linéaire. Elle avance par sauts, déclenchée par des crises, des guerres, des chocs de confiance. Et la confiance, c'est précisément ce que les États-Unis érodent eux-mêmes. En utilisant le dollar comme arme de sanction, en laissant filer une dette souveraine qui approche les 36 000 milliards de dollars. Le dollar reste dominant parce qu'il n'y a pas encore d'alternative crédible, mais l'absence d'alternative n'est pas la même chose que la solidité d'un système. Le détroit d'Ormuz cristallise tout cela. Si l'Iran parvient à imposer, même partiellement, des règlements en yuan pour le passage des tankers, ce serait symboliquement et pratiquement une rupture. Les tankers saoudiens, émiratis, koweïtiens seraient confrontés à un choix. Washington ne resterait pas passif. Les États-Unis maintiennent la 5e flotte à Bahreïn précisément pour cette raison. Toute tentative iranienne de monétiser le détroit déclencherait une réponse militaire immense. Mais la menace suffit à accélérer les discussions, à pousser les pays du Golfe à diversifier leurs options, à légitimer les alternatives au dollar dans les ministères des Finances de Riyad à Pékin. Ce qui est en train de se construire, c'est un système parallèle, pas un remplacement du dollar, un filet alternatif. Une architecture financière de secours, encore incomplète, mais qui prend forme transaction par transaction. Et chaque fois que les États-Unis utilisent leur monnaie comme levier de pression politique, ils donnent une raison supplémentaire à ce système parallèle d'exister. Les monnaies dominantes tombent quand elles cessent d'être dignes de confiance. Le dollar est-il au bord du gouffre? Non. Est-il au début d'un déclin long, structurel, qui redéfinira l'ordre économique mondial? Les signaux d'Inde, d'Iran, de Chine, du Golfe suggèrent que la question mérite d'être posée. Et le détroit d'Ormuz, cette bande d'eau étroite entre l'Iran et Oman, regarde tout cela en silence. Il a vu passer des empires, il en verra passer d'autres.